Bonjour et bienvenue sur Turn. Pour ce troisième jour de compétition et pour cette nouvelle interview, j'ai le plaisir d'accueillir dans nos super locaux à l'intérieur du hall 7 d'Equitalion une figure du barrel en France en la personne de Karine Vagnon-Barlatier qui a participé notamment à la Coupe d'Europe cette année. Bonjour Karine, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment s'est passée cette Coupe d'Europe pour toi ? Bien, très bien. Je suis vraiment contente parce que le jeune cheval que j'ai évolue d'année en année. Et là, se retrouver en finale, déjà, c'était très bien parce que le plateau avait vraiment de gros cavaliers internationaux avec beaucoup d'Italiens, les Belges, les Anglais, les Français. Donc vraiment, c'était très bien. Et tous les finalistes, déjà chapeau à tous les finalistes parce que les 19 cavaliers présents, vraiment très gros cavaliers. Et j'ai pu finir 6e, donc je suis très contente évidemment pour l'élevage, pour le cheval, l'école, tout. Donc, c'est très bien, c'est vrai qu'on a vu que les Français ont vraiment bien assuré pendant cette finale face aux Italiens, même si à la fin, j'ai envie de dire c'est un Italien qui gagne à la fin, mais en tout cas, on a eu de super go, Mélanie 2e, toi tu finis 6e. Le niveau concrètement de barrel en France, tu le situes où ? Toi qui as vraiment une expérience dans ce domaine-là. Le niveau en France, il évolue. Il évolue doucement mais sûrement. Donc ça, c'est bien. Et ce qui est important, c'est de regarder que chaque cavalier regarde, certes, les cavaliers qui sont en finale et les chevaux qui ont été en finale et les pédigrés, la génétique. Maintenant, on ne peut plus se permettre, si on veut accéder sur de haut niveau, attention, à avoir des chevaux qui ne sont pas de lignée en fait, de chevaux de barrel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. À côté de ça, il faut aussi un travail, un entraînement et se faire accompagner, hein, c'est un tout. Mais du coup, c'est vraiment bien. Et quand on voit les lignées, Florence a été la première, a vraiment, avec Shannon Kerr, à importer des chevaux de lignée de vitesse. Et ensuite, Mélanie avec sa C4, Feiming, et puis quand on voit les Italiens, que ce soit Federico Tenzi, même s'il n'a pas, si en finale c'est acheté, mais c'est le jeu, le Far Water Request de la petite Francesca Adamo, donc Giovanni, elle est vraiment top, et ce sont que des lignées de vitesse. Donc c'est sur ça aussi qu'il faut se pencher et avoir toutes les conditions pour pouvoir entraîner ces chevaux-là, avoir les sols après en compétition en France, et moi je suis sûre qu'on peut progresser et que dans les années à venir ça va vraiment exploser. Quand on a comme ça sur Equitalion un tel niveau, il faut que ça donne aux cavaliers français l'envie de se dire je veux être là, je veux accéder à ce niveau-là. Et du coup, c'est par ce biais-là qu'on va pouvoir progresser via la NBC, via la FFE, via la BBR, toutes sortes d'associations, mais pour vraiment progresser dans notre sport et dans le barrel. C'est vrai qu'on remarque de plus en plus des chevaux avec des lignées justement vitesse, avec un pédigré qu'on va chercher vraiment la substantifique moelle du potentiel du cheval. Justement, toi aussi, en même temps que d'être rideuse de barrel racing, tu es aussi entraîneuse, tu es aussi coach. Comment ça se passe ? Comment tu coaches ? Est-ce que tu as une méthode que tu reproduis in vino, ou est-ce que justement toi tu regardes le cheval, tu regardes le cavalier, une technique d'apprentissage ? Comment tu travailles en fait avec tes cavaliers ? Alors déjà, les techniques ont évolué, mes techniques ont évolué sur les 5 dernières années. Justement par rapport à la génétique, la première fois que j'ai été qualifiée pour les championnats du monde en 2012, je me suis dit là, il faut que je parte aux États-Unis monter des chevaux là-bas. Parce que je me suis toujours dit, un quarter, si on part sur la généralité, 2 oreilles, 4 jambes, pourquoi aux États-Unis ils courent plus vite qu'ici ? Et en fait, je me suis vraiment rendu compte quand je suis partie là-bas de l'importance de la génétique et des entraînements. Donc ça a été un bouleversement dans ma façon de travailler. Les chevaux que je pouvais faire il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans sont plus du tout les mêmes chevaux que je peux faire maintenant. Donc du coup, ça a changé. On va dire que la technique est toujours la même. Les bases sont les mêmes, les façons d'entraîner sont les mêmes. Mais après, on adapte en fonction des chevaux. Et justement, par rapport à cette génétique, si on a un Dashta Fame, maintenant, il y a suffisamment de recul pour savoir les qualités et les défauts de ces chevaux. Si on a un Sunfrost, on sait les qualités et les défauts. Si on a un Farwater Fast, on sait les qualités et les défauts. Et du coup, déjà, quand on entraîne, puisque moi, en plus, j'élève et j'ai des jeunes chevaux, donc dès l'apprentissage sur les 3-4 ans, on sait ce qu'il faut faire, on sait, entre guillemets, après c'est du vivant, mais on fait vraiment en fonction du cheval l'entraînement. Et puis après, pour les personnes qui viennent à la maison ou qui apprennent, il y a aussi toujours la notion du cheval. Celui qui va plus coller les bidons, on va lui faire un type d'exercice. Celui qui va trop loin du bidon, on fait un autre type d'exercice. Mais les bases restent les mêmes. D'accord.
Ok, et justement, donc toi aussi tu élèves, tu entraînes, tu cours et tu élèves. Bah voilà, parle-nous de tes chevaux, comment tu les sélectionnes, est-ce que tu as, on va dire, des petits tips que tu vas regarder sur chaque chevaux pour savoir comment tu dois les faire? Alors oui, je les sélectionne. Alors on est vraiment dans le balbutiement, hein. Moi, c'est vraiment mon cheval de bataille. C'est quelque chose que j'aime beaucoup l'élevage, de jouer un petit peu à mère nature, de mettre tel jument avec tel entier et de voir un petit peu ce que ça fait au niveau des bébés et à la suite de l'entraînement. Là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai 6 juments poulinières, donc que 6, mais c'est déjà bien. Et toutes les juments ont performé. Donc ça, c'est très important parce que dans la génétique, la jument apporte 60 à 80% du mental et ensuite de la sportivité du poulain. Et l'étalon apporte entre 20 et 40%. Donc déjà, c'est important d'avoir aussi de savoir sélectionner les juments. Et ensuite, dans les croisements, il y a des juments, on peut avoir une très très bonne jument de vitesse, un très très bon étalon de vitesse, mais les coupler ensemble, en fait, on amplifie des défauts. Donc il faut faire attention aussi au croisement qu'on fait. Si on a un cheval très très rapide et agressif et qu'on met un cheval très rapide et agressif, normalement, ça fait des chevaux qui courent vite, mais qui oublient. Voilà. Là, il y a quelques années, enfin c'est toujours à la mode, le Corona Cartel aux États-Unis. Rien que la saillie, c'est 35 000 $. Que la saillie du Corona Cartel. Mais en fait, ils s'aperçoivent que les chevaux sont très très rapides, mais ont du mal à tourner. Alors d'aujourd'hui, les talons number one, on reste sur du Dash to Fame. Mais on sait que le Dash to Fame, il ne faut pas qu'il aille chuter les bidons dans les premières années. Sinon, après, c'est des chevaux qui chutent les bidons. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Après, du Designer Head, du One Wonder Head, c'est des chevaux qui sont entre guillemets facile. Donc du coup, on va mettre du Beduino qui est compliqué, très rapide, avec du Designer Head pour essayer d'avoir justement des chevaux performants, qui courent vite et qui tournent. Parce que le principe, il est là. Et j'imagine que la recette n'est pas si facile que ça. En tout cas, vous l'aurez compris, on a vraiment affaire à une spécialiste. Tu entraînes beaucoup d'enfants, de jeunes cavaliers. La pédagogie des enfants, j'imagine, ça doit pas être évident. C'est pas un adulte. Je pense que ça doit être compliqué, peut-être différent par rapport à un adulte. Aujourd'hui, tu entraînes notamment Kersi Doumé, Mathieu Lajoux. Qu'est-ce que tu apportes aux cavaliers au niveau de la technique de barrel? Qu'est-ce que tu leur proposes? Est-ce que c'est un coaching clinique ou c'est vraiment un suivi particulier, personnalisé? Alors là, ça fait 2 ans que j'ai ouvert l'école de barrel chez moi, sur Fuveau. Donc du coup, il y a des forfaits avec des cours les mercredis et les samedis. Donc du coup, il y a une quarantaine de personnes qui montent. Ils ne sortent pas forcément tous en concours, ou ils sortent sur des concours, des circuits différents, sur des circuits club en barrel, en amateur FFE, puis sur de la BBR ou sur des circuits italiens. Donc en fonction des attentes du cavalier, du niveau, de ce qu'il peut faire, je l'oriente pour qu'il soit le mieux possible. Je ne vais pas dire à un jeune qui vient que le mercredi, qui a un petit niveau, d'aller l'amener en Italie, parce que sinon il va se retrouver complètement perdu. Donc il va progresser sur du club, gentiment, et j'ai toutes sortes de chevaux d'école aussi, avec des niveaux différents. Magic, c'est le dernier cheval d'école que j'ai acheté, qui est vraiment un très bon cheval, hein, tout le monde le sait, il est connu. Et on lui a redonné l'envie de courir, il a des soins, il est chouchouté comme un roi à la maison. Doumé s'entend très très bien avec, mais Doumé, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le 6e go qu'il fait avec lui. Impressionnant, parce qu'il faut savoir quand même qu'il a gagné sa qualification pour la Coupe d'Europe. Il a gagné sa qualification pour la Coupe d'Europe, il a gagné sa qualification pour la Coupe de France Open. Donc du coup, voilà, là en finale, il a fait chuter le 3e bidon. C'est des choses qui arrivent, c'est le jeu, c'est beaucoup de stress. C'est un enfant justement de 12 ans, donc comme tu disais, un enfant, c'est pas un adulte. Donc moi, ça fait pas tellement longtemps que je coach les enfants, donc c'est vrai que c'est aussi un apprentissage particulier, parce que ils veulent être sportifs de haut niveau certes, mais il faut toujours les encourager dans le bon sens et dédramatiser la chute d'un barrel pour qu'ils puissent rebondir. Donc voilà. Ok, donc barrelleuse, éleveuse, entraîneuse, et aussi tu es à l'origine de la création d'une nouvelle association qu'on a pu découvrir cette année, qui s'appelle la BBR, Better Barrel Race. Est-ce que tu peux nous en dire, nous parler justement de cette association? Alors cette association, oui, elle est pour l'instant encore affiliée aux États-Unis.
Et en fait, l'année dernière, sur les bancs du Orleans à Las Vegas, où on participait avec Hélène Vuy et mon amie Tenji Remy, qui est mon amie, ma coach aux États-Unis en fait, il y avait un go d'American Qualifier. BBR. Et pour moi, la BBR, parce qu'en Italie, il y a quelques années, il y avait de la BBR, pour moi, c'était uniquement l'élite, uniquement les 10-15 meilleurs chevaux qui pouvaient participer à la BBR. Et en fait, là, on a vu plein de chevaux participer sur un go sec là-bas à Vegas. Et du coup, j'ai posé plein de questions à Tenji. Et Tenji m'a dit, mais non, c'est une association en part entière. Et aux États-Unis, il y a beaucoup d'associations. Il y a la WPRA, il y a la NBC, il y a la BBR, il y a la KD, enfin, il y en a une multitude. Évidemment, il y a aussi beaucoup plus de chevaux. Et les gens vont faire des go BBR, des go NBC, des go comme nous, on aurait la FFE, la BBR, NBC, etc. Et du coup, le principe m'a bien plu. Parce qu'on se rapproche en fait sur des épreuves avec un go sec primé, c'est-à-dire il n'y a pas le cumul des temps, et avec 4 divisions à une demi-seconde, comme ça se passe en Europe et principalement en Italie. Donc du coup, il y avait quand même un petit changement par rapport à la NBC où c'est le cumul des deux go, ce qui est bien, il y a de la régularité. Oui, il y a plusieurs formats en fait. Voilà, il y a plusieurs formats, mais des fois ça fait quand même du stress, parce qu'on peut gagner le premier go, on arrive sur le deuxième go, on se dit oh, si là je foire, et puis là du coup on fait tomber un bidon et on perd tout. Alors que là sur des go BBR, si par exemple le samedi il y a un go, dimanche il y a un go, à l'issue du go du samedi, remise des prix. Et tous les compteurs sont remis à zéro sur le dimanche. Donc on peut très bien gagner le samedi et gagner le dimanche, ça c'est top. Mais on peut très bien gagner le samedi et puis perdre le dimanche, mais on ne perd pas tout. Et c'est à une demi-seconde. En plus, Ross White, qui est président de la BBR États-Unis, donc on s'est mis en contact, on a élaboré des compétitions en France. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il n'existe pas de BBR France, parce que Ross White m'a dit, écoute, sur la première année, faites des concours BBR affiliés aux États-Unis. Donc chaque personne peut prendre sa carte BBR en directement téléchargeant le formulaire sur la BBR US et ensuite participer au concours BBR. Et selon la carte qu'on prend, si c'est une carte de membre simple, il faut 8 compétitions BBR pour pouvoir accéder à la finale du championnat du monde à Oklahoma City en fin avril 2019. Si on prend la carte Gold, on fait 6 participations et on se retrouve en finale. Donc du coup, là, cette année, il y a pas mal de concurrents qui se sont lancés et puis qui ont leur qualification. Là, il reste encore 3 concours pour pouvoir finaliser. Et là où les Américains sont très forts, même si finalement on n'a pas les 8 qualifications, sur la première année qu'on a la carte, il y a une épreuve qui s'appelle New Adherent, où on peut aller shower et participer. Et là, c'est uniquement des qualifications. Donc on n'a pas de championnat de France, on n'a pas de championnat de région, parce que juste on commence, et que chaque concours compte simplement pour une qualification. Là, à Paris, le 1 et 2 décembre, il y a ce qu'on appelle la finale, mais c'est juste parce que c'est les 2 dernières manches qualificatives pour pouvoir après partir aux États-Unis. Et là, on est quand même 5-6 concurrents là à se poser des questions et à partir aux États-Unis. Ça se trotte. Et en plus, avec mon ami Tenji et Manu Rémy, qui sont à Stephenville, Texas, on a ensemble un ranch, donc on est en train, j'ai des parts dans ce ranch-là justement, donc pour pouvoir avoir un lien vraiment aux États-Unis. Et pour adhérer à cette association, on prend directement contact avec toi ou directement contact avec la BBR américaine? Alors, si les gens veulent prendre contact avec moi, avoir des explications, aucun problème, je suis là, je les aide. Et après, de toute façon, tout passe par les États-Unis. Donc, il y a des personnes qui disent « Ouh là là, le formulaire, tout en anglais, c'est compliqué. Je préfère te payer directement l'adhésion. » Donc là, on passe par mon association, Karine Vergnon Restaurant de Compétition. Ils me payent l'adhésion. Moi, après, je fais les virements aux États-Unis, etc. Et ils reçoivent leur carte à la maison, où ils peuvent directement télécharger sur le site, voir avec les États-Unis et faire. Et après, moi, quand j'envoie les résultats, à l'issue d'une compétition, les Américains voient, ok, lui membre BBR, lui membre BBR, et du coup ils valident le nombre de qualifications. Toute la maison mère est vraiment aux États-Unis. Donc je pense qu'à l'issue de la première année, selon ce que dit Ross White, on pourra créer une BBR France. En tout cas, on suivra ça de très près. On te remercie beaucoup, Karine. Je rajoute que nous mettrons toutes les informations nécessaires dont nous avons parlé dans cette interview sur le site turnmac.fr. Merci encore. Bonne chance pour la suite. On va croiser les doigts. Là, il reste Doumé.
Donc voilà, avec sa petite péripétie de ce matin, demain il est en finale avec Magic, donc on va croiser les doigts. Et cet après-midi, il fait son deuxième go de qualif avec Feiming pour les youth. Donc voilà, je le soutiens. En tout cas, on va croiser les doigts pour lui. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci.